Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et ceci est l'épisode numéro 90. Cette semaine, on va parler, je vais parler du documentaire sur la carrière de Michael Schumacher sur Netflix qui est sorti le 15 septembre dernier. Et je dis je puisque je serai tout seul pour cet épisode étant donné que Anna Maria et Marc-André n'ont pas encore vu le documentaire, donc je ne veux pas engager une discussion sans qu'ils aient vu le documentaire. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu le documentaire, je suis désolé pour vous, il va y avoir quelques spoiler alert ou bien en quelque sorte des divulgateurs. Alors, mesdames et messieurs, c'est parti. Alors, le documentaire s'appelle tout simplement Schumacher. Comme je l'ai dit, il est disponible sur Netflix depuis le 15 septembre dernier. C'est un documentaire de 1h52-53 à peu près. Et j'avais demandé à des gens sur les internets leur impression, et il y en a un qui m'a répondu, en fait, c'est Frank Lévesque sur Twitter qui m'a dit que c'est hallucinant, c'est du bonbon pendant 1h53. Oui, il déteste le pilote depuis 97, Jacques Villeneuve, Schumacher entre autres, et il le détestera probablement toujours. Par contre, il a beaucoup appris sur l'homme et a gagné beaucoup de respect pour lui. Donc, ça, c'est l'avis général. Ça, c'était l'avis de Frank. Je suis sûr que peut-être c'est un avis global concernant ce documentaire. Mais j'aimerais donner mes impressions à moi sur ce documentaire, sur ce que j'ai vu, parce que je l'ai regardé jeudi soir. Donc, jeudi, une journée après la sortie officielle du documentaire. Je l'ai trouvé bon, en fait. Effectivement, comme Frank, oui, j'ai suivi sa carrière. Certes, c'était un pilote, c'était pas un de mes pilotes préférés, mais c'est une légende du sport en général, en autant que LeBron James, Kobe Bryant, Michael Jordan, Tom Brady, Tiger Woods, Serena Williams et compagnie. Tous ceux qui ont été plus grands que leur sport. Et je trouve que on joue vraiment avec plusieurs aspects de la vie de Michael, certainement de la carrière du pilote, ainsi que de la vie privée du pilote. Et d'ailleurs, j'ai appris des trucs que je ne savais pas, en fait, dans le documentaire. Par exemple, ses débuts en karting, quand il venait avec sa famille qui qui a en fait un circuit de karting à Karpen où Michael et Ralph Schumacher sont nés, en fait, tandis que donc c'était le père Rolf qui s'occupait du circuit, la mère Elisabeth qui est malheureusement décédée en 2003 qui s'occupait aussi de la cantine. Autre chose aussi, parce qu'il participait au championnat du monde à des courses de karting, mais il représentait le Luxembourg pour que ce soit plus facile pour lui d'y participer, mais aussi pour récolter un peu plus d'argent. Et quelque chose aussi d'assez intéressant, lui, ce qu'il faisait, c'est que à la place d'acheter des nouveaux pneus, ce qu'il allait faire, c'est que il allait chercher il allait chercher des pneus usés dans d'autres cartes et il les utilisait. Donc, évidemment, il essayait de les remettre à neuf pour être en mesure de participer aux courses sans avoir nécessairement à dépenser de l'argent sur de nouveaux pneus. Et en plus de cela, évidemment, pour ceux qui ont connu la carrière de Michael, savent que, entre autres, le Grand Prix d'Espagne 1996 avec Ferrari, ça a été l'année... Ben en fait, ça a été la course, une de ses plus belles courses de sa carrière, entre autres, avec une domination exceptionnelle sous la pluie à Barcelone, en Espagne. Mais
il a appris à devenir un Regenmeister, donc un maître de la pluie, en roulant sous la pluie avec des pneus slick. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant à faire. Et je dirais, ça prend du talent et il faut être culotté pour le faire. Et c'est très bien. Autre chose aussi, Mika Hakkinen, qui est dans le documentaire en tant que témoin, en fait, qu'intervenant, il a affronté en kart en 1983 lors du championnat du monde de karting. Évidemment, ils se sont recroisés, en fait, en Formule 3 et entre autres lors du fameux Grand Prix de Macao de 90 quand Schumacher a gagné dans une situation controversée, dans un genre d'accrochage avec Mika Hakkinen. Mais 7 ans plus tôt, ces deux-là s'étaient déjà affrontés, donc peut-être le respect mutuel entre les deux, je ne sais pas si ça provient de ces années dans les catégories juniors. Et quelque chose aussi une de mes scènes, en fait, préférées, en fait, c'est ce fameux Grand Prix de Saint-Marin 1994 à Imola, alors que, évidemment, ça a été marqué par le violent accident de Rubens Barrichello, la mort de Roland Ratzenberger, mais on se concentre vraiment sur la course en tant que telle et le fait que Ayrton Senna se soit tué lors de la course. Schumacher, et ça c'est dans le documentaire, c'est une entrevue, je pense. Je sais pas c'était combien de temps après le terrible accident de Senna, mais on voit Schumacher totalement différent de ce qu'on peut penser, en fait. Donc, c'est un pilote qui a été vraiment traumatisé par l'accident, évidemment, parce que il était derrière Senna quand ça s'est produit, mais ça a été même au-delà de voir c'est un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1 mourir devant ses yeux. Dans le documentaire, justement, il y a une partie où, lors du Grand Prix de France 1992, Schumacher accroche Senna et ce dernier, après, vient lui parler pour lui dire « Ah ben, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça », parce que les deux s'étaient accrochés au départ de l'épreuve et Senna a dû abandonner. Mais je sais pas si c'était Ross Brown ou Flavio Briatore qui a dit que Schumacher avait un poster de Senna dans sa chambre. Disons, ça m'a touché parce que oui, il y a eu l'incident au Grand Prix de France 92, mais il y a eu aussi Imola 94 qui l'a traumatisé et en plus il a souffert d'insomnie, il avait du mal à dormir et en plus on voyait vraiment un Michael un peu plus vulnérable. Vous voulez dire il avait du mal à accepter la mort d'un pilote comme Ayrton Senna et c'est là où on voit, par exemple, la dualité du personnage. Et ça, j'en reparlerai un peu plus tard dans cet épisode de podcast, à quel point c'est important. Mais vraiment, je trouve que de nous montrer, en fait, ce côté de Michael beaucoup plus vulnérable. Pour vrai, ça a été fort. Très, très fort de parler de cela. Mais aussi son accident lors du Grand Prix de Grande-Bretagne 99 à Silverstone, quand il a eu un accident suite à un problème de frein. Il expliquait en fait, par l'entremise de sa femme, Corina, comment il se sentait c'était pendant l'accident. Est-ce qu'il allait mourir? Est-ce que c'était quelque chose de sérieux? Donc tout ça en fait, c'est vraiment un côté
où Michael, malgré sa ténacité, sa persévérance, il y a un côté très vulnérable, et ça on le voit avec, entre autres, la mort de Senna qui est évoquée dans ce documentaire. On va passer tout de suite aux points positifs, et je vais les étaler en fait. Ce que j'ai aimé dans ce documentaire, c'est surtout la chronologie de la carrière de Michael Schumacher. Essentiellement son parcours en Formule 1 de 1991 à 2012. Évidemment, on parle du Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps en 91, il y a 30 ans. Ensuite, on passe à 92, 80, et ensuite on passe à 94. Et surtout, le fameux, et bon, on a parlé de Imola 94, mais aussi on parle de ce fameux Grand Prix d'Australie 94, dernière course du championnat, avec cet accrochage avec Damon Hill. Et ensuite, on passe à 95, son deuxième titre de champion des pilotes, pardon. Ensuite, on s'en va directement chez Ferrari, et ça, c'est le gros point important dans sa carrière, évidemment, parce que il a remporté 5 de ses titres. Plusieurs des événements ont eu lieu aussi durant ces années Ferrari. Alors, je trouve que on explique bien on explique bien la carrière. Je sais que pour plusieurs, c'est déjà c'est quelque chose qui est connu en fait, et ça j'en reparlerai aussi. Mais je trouve que en général, la chronologie de la carrière de Michael Schumacher, surtout en Formule 1, elle est quand même bien respectée. Je vous expliquerai pourquoi je pense que ça aurait dû être mieux fait un peu plus tard. Sinon, j'ai bien aimé la qualité des témoignages. Évidemment, on retrouve ceux qui ont fait partie de l'entourage de Michael. Évidemment, outre la famille, il y a Mika Häkkinen, Jean Todt, Ross Brawn, Ralf Schumacher, Eddie Irvine, James Allen, Richard Williams, qui sont dans les deux cas journalistes, et pour James Allen qui a commenté les courses de Michael Schumacher à la télévision. Damon Hill, David Coulthard aussi sont présents. Alors, je pense que ça... J'ai oublié Mark Webber aussi, mais j'en reparlerai de Mark Webber. Mais j'ai bien aimé la qualité des témoignages. Ils ont été francs. Certes, comme je le dis, je crois que on aurait aimé avoir des trucs qu'on ne savait pas, mais je pense que le but du documentaire, c'est évidemment donner une vision générale, globale du personnage qu'est Michael Schumacher. Donc, évidemment, ce sont des témoignages très importants, des personnes très importantes dans la vie de Michael Schumacher, et je crois qu'il fallait qu'il soit présent. Donc, j'ai bien aimé, en fait, tous les témoignages qui sont passés. Et aussi, surtout un gros point, c'est la dualité du personnage. Parce que, disons, on connaît Michael Schumacher comme étant le pilote. Il est perfectionniste, compétiteur jusqu'à la mort. C'était le dernier pilote à quitter le circuit. Il cherchait tout pour peaufiner, pour être le meilleur. Mais, je dis bien un gros mais, on voit un Schumacher bien différent dans le documentaire. Et c'est peut-être ça, et pour revenir aux commentaires de Frank, qui disait que il en a appris beaucoup sur l'homme. Parce qu'évidemment, on sait que on a tous vu le Michael Schumacher complètement prêt à tout pour gagner, même à être un peu déloyal. Mais quand on écoute la famille de Michael et aussi ses anciens rivaux, on voit un pilote qui est terre à terre,
qui est un gars qui aime être dans le qui aime faire des parties. Et surtout, puis ça va être c'est un point très important, c'est un père de famille exceptionnel. Autant Corinna, sa femme, que Mick, son fils, et Gina, sa fille, ils vont le dire. Michael, c'est un père de famille qui a toujours été présent pour ses enfants et surtout pour sa femme. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui, comme dans n'importe quel documentaire, permet de mieux comprendre le personnage et aussi peut-être changer notre perception de Michael Schumacher, l'homme. Parce que c'est vrai que moi, personnellement, j'ai connu Michael comme étant un pilote dur. Et je voulais moi aussi, je voulais que quelqu'un puisse rivaliser contre Michael. Mais en même temps, c'est tellement difficile à enlever. Mais quand on apprend un peu plus sur l'homme, sur la personne derrière le casque, en dessous du casque, devrais-je dire, ça nous permet un peu de mieux comprendre la dualité de Michael Schumacher. Surtout, c'était pas quelqu'un qui aimait être sur les feux de la rampe. Il voulait pas être la star. Et j'ai oublié aussi, il y a quelque chose aussi qui est aussi frappant. Après l'incident avec Jacques Villeneuve lors du Grand Prix d'Europe 97 à Jerez, il a passé 6 semaines hors de chez lui. Il est allé en Norvège pour, se refaire pour se vider, en fait, après avoir été disqualifié de la saison 97. Et il doutait. C'est quelqu'un qui doutait énormément. Est-ce qu'il allait revenir au sommet de sa forme? Et surtout que c'était sa première année où il se battait pour le championnat des pilotes. Évidemment, ça a été un point très important quand Jean Todt ou Ross Brawn disaient est-ce qu'on a vraiment engagé le bon pilote, surtout quand tu regardais Mika Häkkinen qui avait gagné les titres en 98 et 99. Et là, on vient en 2000 avec Michael qui finalement parvient à devenir le premier pilote depuis Jody Scheckter à remporter le championnat du monde des pilotes en étant pilote chez Ferrari. Alors, ça aussi, évidemment, c'est la 41e victoire au Grand Prix d'Italie à Monza où il éclate en sanglots en conférence de presse, surtout parce que il a égalé la marque de Senna. Et comme je l'ai dit, on apprend qu'il avait un poster de Senna. La mort de Senna l'a traumatisé jusqu'à un point où il est allé à Silverstone dans une voiture, avec sa propre voiture pour regarder à savoir quel est l'endroit possible où il pourrait soudainement perdre la vie. Alors, c'est là où on voit justement par l'entremise des témoignages vraiment tout l'aspect d'un Michael Schumacher qui était perfectionniste mais vulnérable, mais quelqu'un qui était quand même capable, malgré son ardeur au travail, son éthique de travail, était capable de vraiment se lâcher lousse, être un gars relax et surtout chanter terriblement, si je pourrais dire, My Way de Frank Sinatra avec David Coulthard. Donc, ça aussi, c'est un point très important que j'ai aimé dans ce documentaire. Sinon, un autre point positif aussi, c'est qu'on a mis beaucoup l'accent sur les images. Parce que oui, évidemment, on voit les vidéos et tout grâce à de la FOM, évidemment, qui détient toutes les archives. Mais on se concentre aussi sur les images parce qu'on montre quelques moments en coulisses. Et ça a été gracieuseté de Motorsport Image, entre autres avec la famille Sutton, qui est une famille célèbre de photographes.
Et on voit beaucoup de moments cool. Surtout Imola 94, le podium, où Flavio Briatore dit à Michael ne célébrez pas de champagne, parce que Senna, ils ont appris que Senna était dans le coma, alors qu'en fait, bon, peut-être qu'il... Bon, c'était la version officielle, je pourrais dire, mais certains pensent qu'il était déjà décédé sur le coup, mais pour éviter que la course soit annulée, suspendue pour de bon. Mais on voit vraiment un Schumacher un peu plus... un peu moins heureux. Et je pense aussi, ça c'est quelque chose qui ressort beaucoup. On voit beaucoup d'images de lui avec sa famille surtout. Donc, justement, pour nous montrer à quel point Michael était un père de famille très présent. Et ça aussi, je pense que quand vous allez, si jamais vous regardez le documentaire à nouveau, assumons que ceux qui m'écoutent ont déjà écouté l'épisode, ont déjà vu le documentaire, mais ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Mais à travers tout cela, il y a des points négatifs. Évidemment, j'ai parlé de la chronologie qui était très bon, mais je pense qu'on a omis certains points. Je crois que on n'a pas beaucoup parlé de son passage en endurance. Je ne sais pas à quel point c'est important de le préciser, mais je crois que justement, le fait qu'il fasse partie du programme de développement de jeunes pilotes avec Heinz-Harald Frentzen et Karl Wendlinger, et qu'il conduise avec Sauber Mercedes, qui était la meilleure équipe en endurance dans le World Sports Car Championship, qui est en fait l'ancêtre du championnat d'endurance de la FIA tel qu'on connaît aujourd'hui. Mais ça, je pense, que ça aurait été quelque chose à comment je dirais, à vraiment mettre en valeur avant de passer vers la Formule 1. Et aussi, si vous vouliez parler de la rivalité avec Mika Häkkinen, le Grand Prix de Macao 1990, sa victoire controversée aussi aurait dû être évoquée. Et je pense aussi, Monaco 2006, ça aussi, un moment... Parce qu'on parle beaucoup des moments joyeux et douteux, mais les moments controversés, on parle de Australie 94, l'accrochage avec Damon Hill, l'accrochage en 97 avec Jacques Villeneuve à Jerez. Mais 2006 aussi aurait dû être précisé. Et aussi, je trouve que le fait d'avoir évoqué son retour en Formule 1 entre 2010 et 2012, c'était bref. C'était vraiment bref. Évidemment, on voit, je pense, une ou deux images de sa pole position, entre guillemets, lors du Grand Prix de Monaco 2012. Et évidemment, qui ne comptera pas puisqu'il a été pénalisé pour un accident qu'il a causé lors du Grand Prix d'Espagne quelques semaines plus tôt. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on aurait dû mentionner dans cette histoire. Dans ce documentaire, pardon. Sinon, j'ai parlé de la qualité des témoignages. J'ai dit Jean Todt, Mika Häkkinen, Ross Brawn, Eddie Irvine, Ralf Schumacher. Moi, je me demande pourquoi Mark Webber est là. Pourquoi Mark Webber est là? J'ai pas trouvé ces commentaires très pertinents à ce qu'on connaît ou ce qu'on devrait mieux connaître de Michael. Et c'est pour ça que je dis Monaco 2006 aurait dû être invoqué dans le documentaire, et que je pense que, et c'est là où Webber aurait eu peut-être son importance dans le documentaire, c'est que dans l'autobiographie de l'Australien, il a dit avoir parlé avec Michael Schumacher après ce moment. Parce que lui-même, il savait que c'était un autre moment de controverse où il a essayé d'empêcher Fernando Alonso d'obtenir la pole position alors qu'il était sur un tour rapide, ce qui a permis à Michael Schumacher d'obtenir la pole.
Sinon, moi, j'ai pas trouvé que c'était quelque chose de pertinent. Et c'est ça aussi que je regrette. Et Jacques Villeneuve, pourquoi on ne l'a pas invité? Ça a été carrément le deuxième rival de Michael Schumacher en Formule 1, chronologiquement. Puisque oui, on a Damon Hill et le cas de 94 et 95 qui, je pense, aurait dû être mentionné aussi. Mais Jacques Villeneuve, on aurait aimé avoir son point de vue à lui sur RS 97, même si il existe sur YouTube un mini documentaire sur comment lui il a vécu. À la limite, ils auraient pu inclure le documentaire où Villeneuve explique RS 97 justement dans le documentaire. Mais ça aurait été un peu bizarre aussi. Et Ross Brown qui dit, il y a eu quelques moments incontrôlables. Lesquels? Il aurait pu, je pense que pour quelqu'un qui veut en apprendre plus sur Schumacher, je crois que ça aurait dû être mentionné dans le documentaire. Quel moment incontrôlable Ross Brown parle. Parce que, oui, évidemment, je reviens à RS 97 où, oui, Michael était persuadé que que c'est Jacques qui l'avait tassé alors que ce n'était pas le cas. Et c'est en revoyant la reprise que Michael a dit, OK, ça c'est ma faute. Il a avoué ses torts, mais il croyait dur comme fer que ce n'était pas de sa faute. Même chose lors du Grand Prix de Belgique 98 où il essaye de prendre un tour à David Coulthard et les deux s'accrochent et Michael a une colère aussi rouge que la couleur rouge de Ferrari et il dit « Est-ce que tu essayais de me tuer ou quoi? » Et là, David Coulthard, dans le documentaire, dit que ils se sont parlé avec Bernie Ecclestone, puis Michael a dit, pas ma connaissance, je pense pas que ce soit de ma faute. Et David Coulthard était prêt à assumer sa part de responsabilité dans l'accident, mais Michael croyait dur comme fer que ce n'était pas de sa faute, que c'était entièrement la faute à David, mais Michael avait aussi sa part de responsabilité. Donc, justement, pour ajouter à cette dualité, ça c'était bien, mais on aurait aimé en avoir un peu plus sur un peu l'aspect négatif de Michael, parce que c'est bien, je trouve que c'est bien de vouloir donner beaucoup de respect au pilote et à l'homme, mais il faut aussi parler de l'aspect négatif aussi. Et pour conclure, il faut qu'on parle de cet accident de ski en décembre 2013. Et je crois que, évidemment, on n'apprend pas grand-chose. La famille nous dit, Corina nous dit que, bon, il suit des thérapies. Michael est différent. Il est différent, mais toujours là. Et ça, c'est quelque chose qui punch. Mais ne vous attendez pas à avoir beaucoup de détails sur sa condition. Parce qu'évidemment, et ça aussi Corina le dit, c'est que Michael a toujours voulu garder sa vie privée. Alors, dans ce cas-ci, la famille lui donne cette faveur en retour. Donc, je sais qu'on va avoir des nouvelles de Michael, mais je pense que pour le respect pour la famille, surtout pour Mick aussi, je sais que ça lui fait mal. Je crois que c'est mieux comme ça. Je pense pas que vous allez apprendre grand chose à part peut-être le fait que la réhabilitation les traitements de Michael continuent toujours au domicile de la famille Schumacher, mais
ne vous attendez pas à grand-chose. Mais moi, ce qui m'a vraiment frappé, ce sont les commentaires de Mick et Gina, les enfants de Michael. Évidemment, l'accent va être mis sur Mick, étant donné qu'il est actuellement en Formule 1. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal et je peux pas vous... J'ai été un peu émotif quand j'ai regardé les 8 dernières minutes, évidemment, qui sont consacrées à cet accident, où on apprend que Michael est passé proche de ne pas aller skier à Méribel en France. Mais de voir les images de Michael en train de s'amuser avec un kart avec son fils, Mick, ça a été un peu plus crève-cœur pour moi. Surtout pour avoir vu Michael et pour voir Mick aussi. Et il dit aussi dans le documentaire, on se serait bien compris parce qu'on aurait parlé le même langage qui est le langage de la course automobile. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est poignant. Ça veut dire... Il peut pas avoir les longues conversations comme mon père et moi, on a à chaque Grand Prix, en fait, où on revient sur chaque course, avant même qu'on enregistre en direct l'émission d'après-course, mais avoir à parler, à déblatérer sur le Grand Prix qui a eu lieu, sur quelques trucs d'actualité. Mick n'a pas la chance de faire ça. Alors ça fait mal. Mais concernant l'accident, je crois que vous n'allez pas apprendre grand-chose en fait. Et je pense que c'est pour le mieux en fait. Voilà. Donc, en général, j'ai bien aimé le documentaire. Je le recommanderais facilement à ceux qui veulent en connaître un peu plus sur Michael Schumacher, l'homme, et un peu plus sur le pilote aussi. Mais je pense que ce documentaire aurait dû être un peu plus long pour expliquer quelques détails, ajouter quelques moments aussi, son retour en Formule 1, parce que je pense que ça a été parlé un peu très rapidement aussi. Mais en général, je trouve que ça a été un très bon documentaire. Alors, j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Est-ce que vous avez aimé le documentaire? Soyez un peu plus générique parce que, évidemment, je sais qu'il y en a qui n'ont pas encore regardé le documentaire. Donc, on va essayer de garder ça quand même libre de spoilers. Mais sinon, si vous l'avez regardé et que vous le regardez encore, je pense que ça vaut un deuxième visionnement. Alors, c'est ce qui complète cet épisode du Bulletin GP, le 90e. Évidemment, c'est la fin de semaine du Grand Prix de Russie. On aura l'émission d'après-course dimanche. Et cette fois-ci, ce ne sera pas à 11h30, mais bien à 10h30, étant donné que la course est à 8h heure du Québec, donc 10h30 heure du Québec, 16h30 heure de France. Et exceptionnellement, ce sera disponible sur YouTube, puisqu'on a des petits problèmes techniques avec la diffusion sur les réseaux sociaux, mais ce sera disponible en direct sur YouTube, sur la chaîne YouTube du Bulletin GP. Sinon, le site bulletingp.com est toujours disponible pour lire nos textes d'après-course, d'avant-course même, et vous pouvez aussi retrouver les anciens épisodes de podcast, entre autres Histoire de F1 et la balado officielle du Bulletin GP. Sinon, on est disponible sur Facebook, Twitter et Instagram @lebulletingp, et surtout si vous voulez écouter les épisodes du Bulletin GP et même l'après-course et Histoire de F1, c'est disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Sur ce, mon nom est Abdou Sall, merci d'avoir été là. On se retrouve dimanche pour l'après-course et la semaine prochaine pour la balado traditionnelle du jeudi. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP et surtout, bonne soirée et keep fighting, Michael. Keep fighting.